Bonjour Camille, bienvenue dans Biz and Bibs. Coucou Estelle, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là. En plus, tu viens d'accoucher, t'as un tout petit bébé. Donc, merci de faire du temps dans ton agenda de jeune maman. Et ouais, c'est pas évident, hein. Je pense qu'on parlera en plus du temps et de l'intimité. C'est vraiment le nerf de la guerre, mais ouais, on court, puis surtout quand on allait aussi, voilà, faut Mm, pas s'éloigner plus de 2h30, 3 heures max quand on a un bébé. exactement. Et alors toi, Camille, l'intimité, ça te connaît bien, puisque tu es sexologue clinicienne, tu es coordonnatrice d'intimité et surtout connue sur les réseaux sociaux. Euh, Comme Camille parle de sexe, tu es notamment suivie par 27 000 personnes sur Instagram. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi du sujet que tu connais très bien, de ce sujet qui est tabou, mais si crucial dans la vie d'une maman, d'un papa, c'est le sexe après l'arrivée d'un enfant, l'intimité après l'arrivée d'un enfant. Parce que quand on devient parent, c'est notre couple qui change, c'est notre identité, mais aussi notre corps. Et bien souvent, la vie sexuelle n'est plus la même. Est-ce que toi, ta vision de la sexualité en tant que femme, mais aussi en tant que professionnelle du milieu, elle a évolué avec la maternité? C'est la question qu'on me pose très souvent depuis que je suis maman. Oui, ça évolue, même si on va dire la base est toujours là, mais on parlait du temps tout à l'heure. Maintenant, ça fait d'autant plus sens quand les personnes me disaient, on n'a pas de temps pour l'intimité. Et c'est vrai, quand on n'a pas d'enfant, des fois on peut se dire, mais comment on peut pas ne pas trouver de temps? Donc ça a un petit peu, on va dire, évolué, où je nuance, où j'essaye vraiment de trouver aussi différentes options, parce que des fois aussi quand on a la tête dans le guidon, on se dit mais là il n'y a pas de temps, je peux pas faire autrement. Et en fait quand on en discute, et je le dis souvent en séance sexo, en fait on parle pas forcément de sexualité, des fois on passe 45 minutes à parler d'organisation, parce que comme je te le disais aussi tout à l'heure, nos vies sont très très remplies. Et donc voilà, donc sur ce sujet-là du temps un petit peu, et sur le sujet des douleurs aussi en postpartum, ça a fait encore plus écho, parce que je l'ai vécu aussi lors de mon premier postpartum. Et donc ça m'a permis de sentir dans mes entrailles ce qu'est une douleur. Alors bien sûr, c'est subjectif, parce que peut-être qu'on ne ressent pas toutes la même douleur de la même manière, mais les douleurs pendant les rapports avec pénétration, en postpartum, mais aussi celles qui me consultent et qui n'ont pas forcément d'enfants, mais qui vivent des dyspareunies, donc des douleurs pendant la pénétration. Et j'ai bien aimé aussi tout à l'heure quand tu t'es reprise entre guillemets, mais tu parlais du sexe, c'est important. Enfin, je sais plus comment tu l'as dit, mais du sexe, et puis tu as dit de l'intimité. Voilà, c'est vraiment au sens large Oui, parce aussi. que c'est les deux en fait. C'est pas, il n'y a pas que le sexe, c'est aussi pouvoir créer du rapport, de la relation avec son partenaire. Ça passe par les câlins, les bisous, les caresses, ce qui peut aussi donner envie ensuite. Mais c'est vrai que, et moi-même, je l'ai vécu en devenant maman. En fait, quand on devient maman et papa aussi, mais on a une toute nouvelle priorité, on a une toute nouvelle personne dans notre famille. Donc déjà, il faut créer de la place pour cette personne-là. Et je trouve, et de ce que j'ai aussi comme écho de beaucoup de mamans que je connais, c'est qu'en fait, ben, le couple, il empathie quand même pas mal parce qu'on fait chacun de la place pour cette nouvelle personne et on peut s'oublier aussi malheureusement en chemin. Ouais, et c'est vraiment en fait ce sujet de la connexion, en fait. Ce qui est souvent, les gens vont dire, ah, c'est dur de se retrouver, d'avoir du sexe, etc. Mais en fait c'est parce que souvent déjà il y a plus de connexion. On s'occupe de l'enfant, entre l'enfant, les enfants, la maison, le travail, peut-être les amis. En fait on se croise, et puis quand on est en postpartum immédiat, c'est aussi une question de survie aussi. Il faut faire des roulements, ou alors il y a quelqu'un qui commence la nuit, ou alors des fois on ne dort pas dans la même chambre pour la qualité du sommeil des uns et des autres. Là, c'est mon cas aussi, on a Mm. fait ce choix-là. Et effectivement, c'est d'avoir en fait en tête qu'il y a différentes phases dans le postpartum. Il y a la phase, comme tu le disais, où il y a cette priorité bébé-nourrisson. Donc c'est vraiment phase 1, le bébé nourrisson, sa survie, que tout aille bien, qu'on commence à trouver un rythme. Phase 2, maintenant je peux penser à moi et prendre ce temps-là pour moi. Et phase 3, ok, on peut penser à notre couple, et voilà. Et des fois ces phases-là peuvent être imbriquées les unes les autres. Des fois la phase 1, elle peut mettre plus de temps que la phase 2. Des fois la phase 3 n'arrive pas. Des fois la phase... Il y a tout qui est possible, mais c'est important de savoir qu'il y a des fois différentes phases.
et d'en avoir conscience, des fois ça aide parce qu'on peut vite culpabiliser. Et là, par exemple, pour donner pour donner une illustration aussi donc moi c'est mon deuxième enfant, mais là pour ce deuxième enfant et deuxième postpartum, je me mets encore moins de pression à de la sexualité. Alors, je m'en mets pas, mais je veux dire, vraiment, je suis relax par rapport à ça. Quand on me pose la question: «Ah, tu as repris les rapports?» et cetera, je suis là: «Non, voilà». J'ai déjà repris avec moi-même cette phase 2, tu vois? De penser, comme je te disais, je reviens du sport, donc de penser à déjà du sport, à être bien dans mon corps, à être bien dans ma tête, à, dormir suffisamment, et à penser à moi, c'est une bonne chose. La masturbation aussi, par exemple. Et en fait, ce qu'on s'est fait, c'est que donc à 5 mois postpartum, donc là je suis à 2 mois, mais à 5 mois postpartum, on s'est pris une semaine de vacances avec les enfants, mais tout inclus, donc il y a un baby club, et cetera. Et donc pour moi, je me dis: «OK, il y a ce moment-là où là, on pourra repenser encore plus au couple». Et en même temps, c'est pas juste se dire: «On oublie tout puis on verra dans 5 mois», c'est que aussi on continue à avoir certains rituels de couple pour ne pas que quand on arrive aux 5 mois, on soit un peu 2 étrangers. Ça y est, on est en all inclusive, on devrait profiter de ce moment-là, on devrait avoir du sexe et en fait, on se sent déconnecté. Parce qu'il y a souvent ça Mmh. aussi qui arrive, c'est des couples qui vont dire: «Bon, bah, on s'est pris ce week-end-là, il y a les grands-parents qui vont garder les enfants, super parce qu'on n'a plus le temps de se voir» et qui se retrouvent qui ont énormément d'attentes lors de ce week-end-là et en fait, ça se passe pas bien parce que, il y avait pas ces moments de connexion avant. On doit se connecter, il y a cette pression de: «On devrait faire du sexe» et rien ne va. Mmh. Oui et puis, là, tu parles du postpartum immédiat, qui est effectivement un sujet quand on devient, parent. Mais en fait, j'ai envie de dire que cette question de l'intimité, de la sexualité, elle intervient pendant toute ta vie de parent. Parce que tu vois, moi, mon fils, actuellement, il a 20 mois. Il ne dort pas encore, il fait pas ses nuits, il a les dents qui poussent. Donc en fait, c'est les phases que tu évoquais tout à l'heure. Il y a des moments où on peut retrouver cette intimité, cette relation parce que ça va un petit peu mieux, on a réorganisé les choses, etc. Mais avec les enfants, enfin voilà, il y a toujours aussi des imprévus. Il y a aussi beaucoup, parfois de boulot, il y a des problèmes personnels qui font que, des fois, il peut y avoir un petit peu des pas des ah, j'ai ce mot qui me vient en tête et je l'aime pas, rechute, c'est pas une Ah, rechute, mais tu vois ce que je veux dire? Que ouais. en gros, il y a des moments du coup où, tu as moins de place pour cette intimité, cette connexion et finalement la question c'est réussir à trouver quelque chose, des rituels, une communication qui permettent de faire durer ça sur le long terme. Parce Mmh. qu'effectivement, il y a le sujet du postpartum qui est très, très crucial que tu viens d'aborder, mais je pense qu'un gros sujet aussi pour les parents qui nous écoutent, c'est comment faire entretenir cette flamme sur le long terme avec son partenaire. Ouais et je compatis. J'ai connu, le manque de nuit, pendant 3 ans et là je réenchaîne. Et tu vois, c'est intéressant, tu parlais de 2 choses, tu parlais de «rechute» entre guillemets et de rituels. Allez, je vais commencer par les rituels du coup. Heu, c'est vrai que voilà, on parlait de cette vie à 1000 à l'heure, de plein de choses, de chamboulements et vraiment ce qui fait toute la différence, mais comme plein de choses, c'est les priorités. Si pour soi, et ça c'est une question à voir parce que c'est pas une sexologue qui doit décider, pour vous, mais si pour vous c'est important de maintenir une connexion dans le couple, de maintenir une certaine intimité et là pareil, on pourrait voir qu'est-ce que ça veut dire intimité, eh bien il va falloir se dégager du temps. Si on attend que, tout soit aligné, que les enfants dorment comme il faut, que, ce soit les vacances, qu'il y ait toutes les planètes alignées, ça arrivera rarement et ça sera souvent pas le bon contexte, on se mettra une pression de ouf. Donc, en fait, ce qui fonctionne, mais qui est pas forcément sexy pour les gens quand on leur annonce comme ça, c'est d'avoir des rituels, donc de les mettre à l'agenda. Et pareil, ça va dépendre de chaque personne. Pour certains couples, un rituel, ça peut être une fois par semaine. Pour d'autres, se dire, si on y arrive déjà une fois par mois, c'est génial. Mais j'irai pas plus, pas de se dire une fois tous les 2 mois, une fois par trimestre, ça serait pas suffisant pour créer de la connexion. Si vous pouvez, le mieux c'est effectivement une fois par semaine d'avoir un moment de connexion. Donc par exemple, tout dépend, là il y a de plus en plus de couples qui des fois sont en télétravail les deux, donc ça va dépendre des agendas, mais des fois quand les enfants sont déjà gardés et qu'on peut se libérer ou sur la pause de midi, il y a des couples qui se retrouvent des fois sur la pause de midi, ça fait courir, mais bon, ça peut fonctionner. D'autres qui sont en télétravail tous les deux, donc peuvent sur la pause du goûter,
Et d'autres qui ne travaillent pas du tout depuis la maison et qui vont uniquement se retrouver quand il y a les enfants. Et donc, ça va être de mettre un créneau quand les enfants sont couchés. Et là, ça demandera aussi d'avoir une certaine énergie. Mais bref, donc ça va dépendre de chaque couple. Donc, c'est déjà de pouvoir mettre en fait ça à l'agenda. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on a envie d'y faire et d'y mettre? Tu vois, ça peut être un moment de rituel pour échanger sur la semaine à venir. Parce que pareil, il y a plein de couples où il y a plein de quiproquos, d'incompréhension et de tension. Ah, mais je croyais que t'allais chercher un tel. Ah, mais tu m'avais pas dit que. Et en fait, ça crée tout de suite des conflits Mm. parce que c'était pas clair, on n'a pas explicité certaines choses. Donc déjà d'avoir un moment pour parler de la semaine d'après à venir, si c'est le dimanche soir ou même peu importe, ça peut être n'importe quel jour de la semaine pour la semaine d'après, c'est déjà bien. Ça peut être un moment aussi où on échange plus profondément parce que juste parler de l'organisation, Oui, ça peut être un moment où justement on se dit, allez, on parle pas des enfants, on parle pas du travail, on essaye de parler d'autres choses, de se projeter. Ça exactement. aide aussi. Oui. Mm. Mais pour ça, il faut peut-être avoir eu déjà ce moment-là où on sait qu'il y a ce moment dédié où on va parler de l'organisation. Parce Ouais. qu'en fait, si on n'en parle jamais de l'organisation, ça va quand même revenir dans les discussions de couple parce que faut éclaircir certaines choses et surtout quand on est parent. Et donc oui, donc cette conversation un peu plus profonde où là on va parler et cette conversation un peu plus profonde, ça peut être une fois par mois. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que parce que c'est plus facile à retenir, c'est de choisir le jour de votre rencontre. Voilà, on enregistre le 24. Le 24, en fait, c'est notre date de rencontre. On s'est rencontrés un 24. Et donc, tous les 24 du mois, on fait cette conversation un peu plus profonde de couple où on va revisiter le mois dernier. Donc, on se concentre que sur le mois dernier, sur comment ça s'est passé en termes de couple, est-ce qu'il y a eu des tensions, des disputes, des choses très positives et on a envie de les souligner. Comment ça s'est passé au niveau de l'intimité, comment on se sent vis-à-vis de ça et qu'est-ce qu'on souhaite pour le mois d'après. Et chaque mois, tac, ça permet de faire un check-in et de reset s'il y a besoin de mettre à plat certaines choses. Donc ça peut être une fois par mois, cette conversation un peu plus profonde. Et puis ensuite, pour les couples pour lesquels c'est important aussi, un moment d'intimité. Pareil, qu'est-ce qu'on aimait, ça va dépendre des conversations que vous allez avoir dans votre couple. Pour certains couples, ça peut être le jeudi soir, quand on a couché les enfants, du coup, on se retrouve dans le lit et là, au lieu de regarder nos téléphones ou de lire ou de regarder un film, on va faire autre chose, on va se mettre dans le lit et soit on va échanger, ça va être le moment où on va discuter, une discussion profonde, soit on va être plus dans de la sensualité, un contact physique. Donc ça peut être aussi des câlins. Tu vois, il y a des couples où ils se disent, en fait, on n'a même plus le temps de se prendre dans les bras ou de s'embrasser. Et donc, ça peut être ce moment-là aussi pour ça. Et d'autres, ça peut être des massages, ça peut être plein de choses variées, ça va dépendre de là où sont les couples. Et j'entends tout de suite les gens me dire, oui, mais bon, le soir, c'est le seul moment où on peut se voir. Mais moi, une fois que j'ai couché les enfants, j'ai envie de dormir. Je suis explosée. Ouais. Oui, effectivement. Mais c'est pour ça que c'est intéressant les rituels, parce que si on le sait à l'avance, si on sait que jeudi soir, on va se retrouver dans le lit, donc on va peut-être dormir 30 minutes plus tard, ou alors au lieu de regarder sa petite série, on va passer du temps de couple, et donc ça demande une certaine énergie, parce qu'on va pas se mentir, c'est des fois plus reposant, entre guillemets, de regarder une série, de pas trop réfléchir, de scroller sur le téléphone, Ouais. que d'avoir une attention avec quelqu'un. Et du coup, de le savoir à l'avance, eh bien, c'est la responsabilité de chacun et de chacune d'avoir suffisamment d'énergie pour se retrouver le soir. Donc ça peut être par exemple de se dire, ok, on se retrouve le jeudi soir, mais moi j'ai besoin du coup que si on se retrouve le jeudi soir, le coucher des enfants, c'est toi qui t'en occupes. Pendant ce temps, moi j'ai le temps, je sais pas, de prendre du douche, de prendre un moment pour moi, de débrancher avant de me rebrancher à toi. Ou ça peut être, du coup, j'ai besoin que la veille, on ait préparé les repas, comme ça on gagne du temps, on couche les enfants plus tôt. Une organisation, tu vois. Donc ça Mm. demande peut-être que ce jour, on réorganise les choses différemment. Mais pour ça demande du coup d'en discuter. C'est quoi les plus grosses peurs, les plus gros blocages que tu as pu voir chez les couples au niveau de l'intimité après qu'ils soient devenus parents? Hmm. Bah, du... Là, si on fait le lien avec les rituels, c'est des fois en fait cette pression à « Ah, on s'était dit que c'était un moment d'intimité, donc je dois être dans de la sexualité ». Alors que c'est pas du tout l'idée. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit clair aussi pour les deux ce qui est décidé. Donc ça peut être un premier blocage. Une deuxième chose qui arrive aussi, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les douleurs lors des Mm. rapports avec pénétration en postpartum. Alors des fois, ça peut être parce qu'il y avait déjà des douleurs avant et elles n'ont pas été traitées. Donc quand je dis traitées, il n'y a pas eu forcément de rééducation du périnée, il n'y a pas eu forcément de la sexothérapie. Et donc en postpartum, ça va amplifier
cette difficulté-là. Et puis, une autre problématique, entre guillemets, sexuelle que je peux voir au niveau des couples, bah, c'est le désir. Et pareil, souvent parce que des fois, il y avait déjà des prémices, hein. Souvent, ce que je dis, l'intimité en postpartum, eh bien, en fait, c'est l'amplification de ce que c'était déjà avant. Et donc, si déjà, au niveau du désir, il y avait déjà des petits trucs, ou alors on se sentait déjà pas connecté, ou alors il y avait déjà des douleurs, ou alors mon désir était déjà plus bas, ou alors je sentais une pression à la sexualité, en postpartum, ça risque d'être amplifié. Amplifié dans le positif, mais aussi amplifié dans le négatif. Il y en a Et donc, beaucoup des femmes qui ressentent cette pression, malheureusement. ouais, bah en fait, tu sais qu'il y a une femme sur 5 qui a repris un rapport sexuel avec pénétration en postpartum sans en avoir envie. Et je C'est pense que ces énorme. chiffres, et peut-être, c'est énorme, c'est déjà trop, mais Mm, je pense que c'est même plus que ça. mm, Mais quand on parle de pression, pareil, il y a une petite nuance. On peut imaginer tout de suite, ok, elles l'ont fait, elles n'avaient pas envie, donc elles ont ressenti une pression du partenaire ou de la partenaire. Je pense qu'en majorité, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi une pression qu'on se met soi-même aussi. mm. Il faut que j'ai une sexualité parce qu'en fait, tu sais Camille, pendant ma grossesse, on n'avait déjà pas de sexualité, donc le pauvre, allez, il faut que je reprenne. Ou ah bah mes copines, elles ont déjà toutes repris à 1 mois, 2 jours après, donc il faut que je reprenne. Ou la pression de professionnels de santé, mais pareil une pression indirecte de ah on m'a posé la question, est-ce que vous avez repris les rapports et du coup je me sens obligée de reprendre les rapports. Tu vois, et Mm. même moi, en tant que sexologue, quand on me posait la question, je me disais, bah non, j'ai pas repris. Et de me dire, mais attends, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je reprenne? Est-ce que ça veut dire que je suis pas normale? Alors que je sais très bien que non. Mais tu vois, je peux comprendre du coup la pression ou les Ouais. interrogations ou la question de est-ce que je suis normale en fait? Est-ce que ça veut dire que tout le monde a déjà repris? Je sais pas, Et en tu fait, vois. l'important, c'est déjà d'en parler avec son partenaire pour Bah oui. dire comment on se sent et puis pour demander aussi comment lui ou elle se sent. Oui, Enfin, ce que tu disais aussi tout à l'heure, faire un petit plan, expliquer. Je pense que oui, on parle d'intimité. Je pense qu'il y a la relation sexuelle en soi, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour et la communication, c'est une grande partie aussi de cette vie ouais. affective. Ouais, on dit souvent en rigolant que la communication, c'est le meilleur lubrifiant. Donc oui, la communication, en fait, ouais, non, un couple qui communique pas, waouh, Mm, ça met un froid, déjà une barrière, et donc ça demande encore plus d'efforts et d'énergie pour lancer du désir, être dans de la sexualité. Quand tu parlais tout à l'heure, on parlait des rituels et de la rechute aussi. Ça, c'est intéressant parce que des fois, il y a des couples aussi qui ont déjà mis des rituels en place avant le postpartum, parce que là, tu vois, on parle du postpartum, mais en fait, tout ça, ça se prépare avant, parce que le postpartum, c'est un tsunami. Donc, si on met des nouvelles choses en place en postpartum, ça va demander beaucoup plus d'efforts que si on avait déjà l'habitude de le faire avant. mm. Donc ça, c'est déjà quand même une première indication. Et puis, par rapport à ça, donc des couples qui, du coup, se disent: «OK, le postpartum, ça va être tout un truc, donc on va mettre des choses en place parce que notre couple, c'est important, là, là, là». Ils mettent tout ça en place. Puis le postpartum arrive et il y a cette, entre guillemets, «rechute» ou peu importe, même des couples qui font de la sexothérapie. Il y a plein de choses qui évoluent, c'est super, on se quitte. Et puis, 6 mois après, badaboum, on a l'impression de rechuter et cette impression de: «C'est foutu, tout ce travail à la poubelle» ou «Faut tout recommencer à zéro». Pas de panique, tout ce que vous avez acquis, ça va vous aider, ça va vous simplifier la vie. Et c'est normal qu'il y ait des moments un peu plus, je vais pas appeler de rechute, mais de ralenti ou de Ouais. déconnexion où nos priorités ont été ailleurs, on a été court-circuité, et il faut juste en rediscuter, se réaligner, en Mm. fait. Un peu comme là, bah voilà, on a nos rituels et bah en postpartum immédiat, on le savait honnêtement que, enfin rationnellement, que ça allait pas être possible de tout garder comme ça tout de Mm. suite. Mais de se dire que les 2 premiers mois, on se laisse tranquille, on essaye, on fait comme on peut, et puis après on remettra plus structuré. Mais d'en parler, d'avoir cette intention-là, ça aide aussi à se lâcher la grappe aussi, et à déculpabiliser et à se faire confiance aussi. Comment tu ferais, qu'est-ce que tu conseillerais à des parents ou des partenaires qui ne sont pas alignés justement sur le timing ou sur les envies? Bah là, tu pointes en fait du doigt une grande difficulté, parce qu'au final, les couples qui sont alignés, qui arrivent à communiquer, il n'y a pas de souci, voire beaucoup moins. Là où les couples viennent le plus souvent en consultation, c'est quand il y a un désalignement, que ce soit en termes de désir, de fréquence entre guillemets. Moi, je veux, enfin moi j'ai du désir et pas elle et pas lui. Moi, je veux
X fois, lui il veut pas, etc. Ou alors, moi je suis du matin, elle, lui est du soir. Donc là, toutes ces choses-là, ça pose des difficultés, d'autant plus quand chacun tire sa corde, chacun de son côté, tu vois. Et ils disent, bah non, moi c'est comme ça. Ouais, mais non, mais moi en fait c'est comme ça. Donc qui aura raison? Dites-nous. Et qui essaye de me placer en fait la sexologue comme juge. Ouais. Mais nous, on n'est pas là pour juger, en fait. Nous, on est là pour essayer de trouver et de respecter, en fait, les besoins de chacun et chacune. Parce que les deux sont dans leur vérité, dans ce qui semble juste pour elle et pour lui. Et effectivement, bah, ça pose une difficulté. Parce que soit on va se dire, bah, ok, on va dans la direction de partenaire A, mais du coup, bah, au sacrifice de partenaire B, ou vice-versa. Et en fait, c'est pas bon. Donc, encore une fois, on revient sur la communication, c'est de mettre à plat en fait les besoins de chacun et chacune, de se dire bah ok, par exemple vous êtes du matin, vous êtes du soir, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? En fait, on va venir, en tout cas moi en tant que sexologue, ce que j'essaye d'amener en séance, c'est de la créativité. Là où on pense que c'est impossible, que c'est bloqué, qu'il n'y a pas d'issue, eh bien en fait on va se poser, on va prendre du temps, on va reculer un petit peu et c'est des fois pas dès la première séance qu'on a des solutions, pas du tout, mais c'est une conversation qui va être mise sur la table et on va essayer de réfléchir ensemble à différentes options. Et donc on va ouvrir un petit peu les œillères pour voir quelles sont les différentes options. Et c'est pas parce qu'on discute de ces options-là que ça veut dire qu'on va forcément les faire, mais juste on va se laisser le temps de la réflexion. Et Mm. plus le couple va essayer d'être main dans la main, et c'est aussi ça l'idée. Souvent, je souligne les couples et je dis, bah, vous voyez, là, enfin, vous vous entendez, là, j'ai l'impression que vous êtes les pires ennemis. Et que chacun tire sur sa corde, que vous êtes les pires ennemis, que vous ne faites pas confiance, il va falloir retravailler tout ça parce qu'en fait, vous devez marcher main dans la main et vous allez trouver des solutions ensemble. Plus vous êtes main dans la main, plus ça va être facile à trouver des solutions ensemble. Et donc, des fois, oui, ça demande de mettre, j'allais dire peut-être pas forcément mettre de côté, mais de travailler ce qui a pu être blessant, des fois l'ego aussi, mais surtout ce qui a été blessant et qui fait que on se referme parce qu'on a été blessé par le comportement de l'un, par les paroles de l'autre, par la distance de l'un, par la non considération, par le non engagement. Et donc il faut réparer déjà ça. Oui, parce qu'en fait, le sexe, c'est jamais juste que le sexe. Ouais, C'est énormément de choses. En fait, s'il y a des problèmes ou enfin, voilà, des tensions, des crispations autour de ce sujet-là, c'est parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses à côté. Comme tu le dis, le manque de communication, le manque de temps, le manque de priorisation, il peut y avoir des blessures. Et oui. mm, Ouais. Et des fois, on aimerait, c'est vrai, une petite pilule magique qui ouais, fasse passer tout ça crème en une conversation. Mais comme je dis, alors j'ai le mot souvent en anglais qui me vient, c'est ongoing conversation, c'est sans cesse en ouais. fait ces discussions-là. Et même on pourrait nous donner une pilule magique, je sais pas, pour plus avoir de douleur. Mais si à côté en fait je me sens pas connectée à mon partenaire ou qu'on me traite mal ou qu'en fait je me sens pas considérée, ça n'arrangera de toute façon pas la Mm. situation. Donc comme tu dis, en fait, les gens viennent avec un problème sexuel. Souvent, on prend cette image de l'iceberg, c'est le haut de l'iceberg, mais en fait, bah, va falloir décortiquer plein de choses, et donc bah, c'est plus complexe que juste un manque de désir ou juste une douleur à cette partie-là. Mm. Et souvent, quand on déblaye un petit peu tout ça selon les situations de chacun et chacune, les gens le voient, le prennent en compte et se disent ah oui, en fait, c'est bien plus profond que ça. Alors, souvent, quand ils se disent ça la première fois, ils se disent c'est bien pire que ce que j'imaginais, mais non, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt de se dire que plutôt que de le voir comme une montagne, et oh my god, en fait, il y a plein de choses au-dessus de nous. C'est en fait plein de ficelles. Moi, j'aime bien cette bobine-là, cette ficelle, et plein de choses qui sont interreliées. Et on va tirer plusieurs ficelles en même temps, et ce qui va aider à y voir plus clair et à fluidifier la situation. Il y a une grande question thématique aussi pour les femmes, c'est que nous, quand on devient maman, bah, notre corps change pendant la grossesse, mais après l'accouchement. Et c'est pas juste dans le postpartum immédiat, c'est dans bah, toute la première année ou toutes les Toute la premières vie. années, toute la vie. Parce que t'as la C'est ménopause après, c'est t'as ça. les hormones, t'as le corps Et qui... Ouais. et il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à se reconnecter avec ce corps après l'accouchement, ou alors qui se reconnectent, mais qui ont effectivement aussi qui peuvent avoir des cicatrices, qui peuvent avoir des douleurs. Comment est-ce qu'on fait en tant que femme pour se réapproprier ce corps et aussi cette intimité sexuelle après un accouchement?
Ouais. Et le corps des hommes change aussi, mais on y prête moins attention. Mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de pression sur le corps des femmes. Ah, on doit être ferme. Ferme des seins, ferme du visage, ferme du ventre, des cuisses, des fesses. Et donc, bah oui, ferme du ventre en postpartum, c'est plus forcément le cas. Il peut y avoir, comme tu dis, des cicatrices, des vergitures, un ventre flasque, les seins qui pendent, qui coulent, qui ont des vergitures aussi, hein. C'est souvent des femmes qui vont me dire, mais du coup, j'évite que mon partenaire me touche à certains endroits parce que c'est des endroits que je ne supporte plus ou pas. Dans certaines positions, j'essaye de cacher mon ventre ou de tenir mon ventre, ou alors je mets de la lingerie ou je garde mon t-shirt parce que je suis tellement complexée, ou je fais dans le noir, etc. Souvent, quand même, une grande majorité, c'est des femmes qui avaient déjà du mal avec leur corps aussi. Comme je disais, le postpartum va Ouais. amplifier. Dans une très Ouais, grande un majorité, en fait, amplificateur. c'est pas le postpartum qui a créé ça, c'est que c'était déjà là. Mais le postpartum va l'amplifier parce que les changements sont d'autant plus grands. Donc il y a ça. Et pour une infime partie, et je dirais peut-être 10%, de femmes qui se sentaient bien dans leur corps et qui finalement en postpartum, parce que pareil, ça a changé, c'est un peu je perds le contrôle sur mon corps, je ne contrôle plus, et des fois ça revient parce que ça, voilà, il faut un peu de Puis il y a la temps. chute d'hormones aussi. Enfin, je veux dire, on pouvait avoir ce Oui, glow de grossesse, se sentir belle dans son corps de femme enceinte. Et après l'accouchement, un peu avoir un choc parce qu'on ne se reconnaît plus. Et puis avec la chute des hormones, tout de ouais. suite, ça prend des ampleurs aussi un petit peu plus larges parce qu'on dramatise beaucoup plus la situation. Enfin, j'aime pas Oui. ce mot non plus, mais je sais que moi, j'ai pu le vivre aussi. C'est-à-dire, c'était beaucoup plus grave pour moi alors que ce n'était pas un sujet avant. Oui, ou pas un sujet pour les partenaires, ou même c'est souvent plus grave pour soi que ses copines ne le voient même Mm. pas. Ou souvent même, je sais pas, un ventre plein de vergitures, je peux trouver ça beau chez une autre quand je le vois en me disant waouh, elle assume et tout, et puis détester sur moi. Hein, on est souvent notre pire ennemi. On parle plus gentiment à notre ami qu'à nous-mêmes. Euh, mais du coup, voilà, comment on fait vis-à-vis de ça. Et les cheveux, on n'a pas parlé, mais c'est parce que moi, je Ouais, commence à être dedans, ouais. la perte Non, de mais moi, je cheveux, me les suis cheveux fait une qui frange rebiquent. pour ça. Ah bah voilà. Moi, je viens de voir, voilà, en chignon, ça y est, je commence à avoir des trous. Donc, il y a aussi les cheveux. Enfin bref, ça joue énormément sur notre confiance en nous. Donc, si on n'avait déjà pas de confiance en nous, ça nous demande encore plus d'efforts pour réhabituer. Donc maintenant, comment on fait? Pareil, il n'y a pas de recette miracle, mais en fait, ça va être du travail, et ça va être de se faire ami en fait avec ce corps. Comment? Moi, je trouve que ce qui nous est peu familier, voire étranger, nous fait peur. Donc, par exemple, ce corps, voilà, soudainement qui a changé, ça nous fait peur, ça nous met en mode panique, ça nous met en mode c'est dégueulasse. Moi, tu parlais de cicatrices, oui, j'ai une cicatrice parce que j'avais une césarienne, j'ai eu des vergitures, etc. Et au début, on n'a pas envie de toucher ce corps ou cette cicatrice. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est plus on va se familiariser avec ce nouveau corps, et plus ça va nous aider à l'intégrer comme une partie, comme un tout, et nous aider. D'autant plus si on fait un travail aussi des fois avec des psys pour apprendre à nous aimer, à travailler notre estime de nous, qui ne dépend pas que de notre corps finalement, mais de notre valeur et de plein d'autres choses, ou des croyances, ou des critiques qu'on a pu entendre dans notre enfance. Donc ça demande aussi un travail psy et un travail corporel, et là je vais plus mettre l'accent sur le travail corporel. Ce que j'aime beaucoup du coup pour se familiariser, c'est de se toucher, donc de se masser. Déjà de se masser parce que ça fait du bien, mais parce qu'au bout d'un moment, on va se familiariser avec cette peau qui peut être différente, avec peut-être cette graisse qui peut être placée différemment, peut-être avec ces vergitures aussi, où on se dit c'est tout différent. Mais plus on va le faire, plus ça va être ok aussi, parce qu'il y a ce travail en complément. Donc ce que là je recommande, c'est que après la sortie de la douche, ça prend 5 minutes, mais on peut prendre plus, c'est de prendre son huile, sa crème, quelque chose qu'on aime, pour l'appliquer sur soi. Donc au début, il y a peut-être certaines parties du corps où on va à peine oser les effleurer, c'est ok, il faut y aller petit à petit. Et au bout d'un moment, hein, moi par exemple, la cicatrice ou les vergitures, c'est j'évitais cette zone au début, puis ensuite petit à petit, j'appliquais doucement, puis voilà. Et puis au fil des semaines, j'applique beaucoup plus, et puis même maintenant, je malaxe, tu vois, je malaxe et je Mm. fais voilà, circuler, circuler le sang, circuler tout ça. Et ça va aider en fait juste à se familiariser. Je dis pas que c'est quelque chose de miraculeux, mais ça devrait juste être quelque chose de basique à faire pour nous aider déjà à incorporer tout ça.
Je sais pas toi, si il y a des choses que tu as mis en place aussi qui ont pu t'aider. Non, mais c'est vrai que le massage, en fait, moi, je me crémais tous les jours déjà quand j'étais enceinte pour éviter les vergetures et c'est quelque chose que j'ai toujours mis en place. J'ai toujours vu tu sais, même ma grand-mère se mettre de la crème sur les jambes, ma maman. Donc, en Waouh. fait, je pense que c'est un rituel beauté que j'ai vite intégré et que j'ai encore plus intégré quand j'étais enceinte. Et j'ai continué aussi après avoir accouché en me disant, bah voilà, j'avais ce ventre qui était tout plein, je le crémais tous les jours. Bah maintenant, on va continuer de faire ça, effectivement, pour ne pas oublier. Mais c'est vrai que moi, enfin, du coup, je n'ai pas eu de césarienne, mais ça doit être effectivement tout un sujet aussi pour les femmes qui sont césarisées, qui ont cette cicatrice ou qui ont d'autres cicatrices, d'autres choses visibles de cet accouchement, de Ouais. ce postpartum. Voilà, il y a plein de choses aussi. Tu vois, tu disais, t'as vu ta grand-mère, t'as vu ta mère. Et je pense que c'est ça aussi en tant que femme, de se dire, surtout si on a des filles, de se dire quelle image je leur envoie, quel modèle je leur donne. Si je critique mon corps à voix haute, si je me cache, si je suis pas bien, qu'est-ce que je peux renvoyer aussi? Parce que nos enfants, bah, ils vont modéliser un petit peu tout ça. Si j'ai pris l'habitude de me crémer, de prendre soin de mon corps, je donne cette permission aussi à mes enfants de prendre soin de leur corps. Ou si je m'accorde ce temps pour moi parce que bah, c'est nécessaire que j'ai du temps pour moi, je montre aussi que c'est à mes enfants. Enfin, souvent on se dit, plutôt que de dire il faut faire ci, il faut faire ça, les enfants ils vont encore mieux intégrer par rapport à ce qu'ils voient. Donc, si je me donne cette permission, je sais que je peux accorder cette permission, mes enfants vont s'accorder cette permission. Si je suis une mère sacrificielle qui ne s'accorde pas du temps de repos, pas du temps pour soi, ça va être plus dur pour mes enfants et surtout si c'est une fille, de se l'accorder elle-même plus tard. Donc Mm. ça, c'est des fois, je trouve, ça nous aide aussi à nous dire, ok, électrochoc, il faut que je fasse quelque chose. Donc ça, c'était par rapport à ça, à crémer son ventre. Et tu vois, on parlait des vergitures et de la crème, et je tiens à dire, de toute façon, si ça doit craquer, ça craque. Ça craque, ouais. J'ai fait ma petite expérience aussi, alors ça, c'est moi-même mon expérience, mais je me suis dit, en fait, je vais me mettre la crème 2 fois par jour. Donc pendant toute ma grossesse, 2 fois par jour, matin et soir, vraiment sans exception, à masser, etc. Et de me dire, bah, on va voir si ça va craquer. Et ça a craqué. Donc voilà, c'est que si ça craque, ça doit craquer. Par contre, pourquoi on ne masserait que quand on est enceinte et pas après, alors que après c'est aussi très bénéfique pour bah, justement pour ces vergetures qu'elles deviennent blanches plus rapidement, plus fines, pour la tonicité aussi de la peau, et juste pour se dire bah voilà, ce corps je l'apprécie. Et tu parlais des cicatrices, et d'autant plus aussi quand on a des Mm. cicatrices, et la cicatrice de césarienne, c'est important de la masser, et de la masser, pas de la masser, c'est tout doux, et je fais ce massage, c'est super relaxant. Non, c'est de la masser, ça doit faire mal dans le sens où ça brûle un peu, mais parce qu'on vient vraiment la malaxer, et on vient remettre en fait enfin, il y a l'afflux de sang qui vient dans cette cicatrice et qui va aider, alors je suis pas experte, mais qui va réaider du coup par rapport au tissu, par rapport à tout ça. Et ça va aussi surtout éviter les adhérences. Mm. Ce qu'on souhaite éviter, c'est les adhérences au niveau de la cicatrice, que ce soit la cicatrice de césarienne ou l'épisiotomie aussi. Ou Ouais. les fils qu'on peut avoir. Et donc Mm. là, on parle du périnée, et ça peut aussi créer du coup des douleurs lors de la pénétration. Comment est-ce qu'on fait pour prendre soin justement de cette partie-là, juste après l'accouchement, si on a eu une déchirure, si on a eu des hémorroïdes? Ouais. Eh bien, par rapport à ça, alors au début, pareil, on peut avoir du mal à la toucher parce que c'est douloureux, parce qu'on sait pas trop. Bon, déjà, on va dire, ça va beaucoup aider de faire de la rééducation du périnée et abdominal, ça c'est vrai. Mais avant cette rééducation, ce qu'on peut faire déjà soi-même, c'est de respirer. Et justement, je parlais d'afflux sanguin, c'est de venir contracter et relâcher le périnée. Parce qu'en faisant ça, on va amener de l'afflux sanguin et ça va mobiliser le périnée et ça va aider à qu'il soit moins tendu et moins douloureux. Donc même quand il y a encore un peu la sensation de douleur avec les fils ou même quand les fils ne sont plus là, ça va aider. Donc au début, on ose peut-être à peine contracter parce qu'on sent que c'est Mm. douloureux, mais le lendemain déjà, on sent qu'on peut contracter un peu plus et relâcher un peu plus et ça va aller en s'améliorant. Donc ça, on peut déjà le faire avant même la rééducation et puis de continuer au fur et à mesure de la rééducation et même après, une fois que la rééducation soit finie. Donc ça, on peut le faire par rapport, on peut le faire si on a de la peine à se toucher soi-même. On peut juste faire ça et c'est déjà bien.
avec la rééducation. Et si on se sent ensuite de toucher cette zone, eh bien avec une huile, on peut venir masser la zone qui est douloureuse en appuyant un peu et en venant compléter avec de la respiration pour encore une fois amener de la détente dans cette zone qui est douloureuse, qui peut être figée, tu vois. J'ai beaucoup aussi entendu parler de l'utilisation de sex toys ou de choses qui pourraient nous aider, alors pas dans cette partie juste après l'accouchement, Oui. mais en tout cas dans les premiers mois, première année, pour nous reconnecter justement à ce corps et cette intimité. C'est quoi tes recommandations par rapport à ça? Tu fais bien de le souligner parce que ça crée de nouvelles injonctions de on doit acheter un sextoys pour se masturber ou on doit acheter un sextoys pour avoir une vie sexuelle épanouie. Pas du tout. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un sextoys. On peut le faire avec sa main, on peut faire de plein d'autres façons, on peut le faire avec son cerveau, etc. Mais si c'est quelque chose avec lequel on est à l'aise ou qu'on a envie de tester, c'est vrai qu'on parle beaucoup des sextoys aussi stimulation clitoridienne, mais moi ce que je dirais pour rapport au postpartum, c'est même les sextoys en bois. Donc oui, ça existe. En Alors bois? ça peut être un autre prix, mais il y a eu des idées du désir par exemple qui en fait. Non, tout ça pour dire en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des sextoys qui n'ont pas forcément de vibration, de mécanique, parce que pour cette reconnexion à son corps, j'ai envie que les personnes ralentissent. Souvent, ils sont géniaux, hein. Oui, effectivement, ces sextoys avec ces batteries, ces stimulateurs clitoridiens, mais c'est souvent fort, intense, et C'est pas moi, ce très que je... adapté, ouais, au tout Bah, début. ça peut être bien, mais moi qui prône un peu le slow, enfin qui prône beaucoup le slow sex et la reconnexion à son corps, ces outils sont bien, mais peut-être pas dans un premier temps, de vraiment se concentrer avec quelque chose. Et puis par exemple, là je parlais du bois, mais parce que c'est du coup un matériau intéressant aussi. Mais quelque chose qui n'a pas de vibration. Et c'est vous qui allez jouer justement avec, que ce soit par exemple votre vulve et cet objet-là, à comment j'ai envie de le placer, de quelle manière j'ai envie de le bouger, quelle partie j'ai envie de stimuler. Et c'est vraiment dans cette optique de reconnexion à son corps, mais aussi de prendre le temps de se poser de la question, etc. Je sais que c'est souvent le plus dur, là, ce que je dis aussi, parce que c'est inconfortable, parce que ça demande un peu plus de temps. Et que quand on n'a pas le temps, et c'est le cas pour beaucoup de mamans, mais quand on n'a pas le temps, quand on est inconfortable avec son corps, avec la masturbation, on veut que ça aille vite et que ce soit efficace, entre guillemets. Et donc c'est Mm. pour ça que les stimulateurs clitoridiens, eh bien, ils ont bien marché, et parce que bah oui, souvent, en quelques minutes, en quelques secondes, c'est fait, ça m'a rassurée, j'ai eu mon petit orgasme, j'ai eu mon petit plaisir, et voilà. Donc c'est pas à À comment dire, éviter, mais... c'est pas forcément à éviter, mais c'est pas forcément l'approche que je prône en premier en tout cas. Et Mm. donc du coup, ça demande des fois un travail sur soi par rapport à ça, mais c'est pour du long terme, pour qu'en fait finalement je me pose les bonnes questions dans mon intimité. Qu'est-ce que tu dirais aux mamans t'en as déjà parlé de ces injonctions, mais là, du coup, tu en évoques une autre. Qu'est-ce que tu dirais aux mamans qui n'arrivent pas à se défaire de toutes ces injonctions liées au corps, liées à la sexualité, une fois qu'elles deviennent mamans? Mm. Mais en fait, tu vois, on parlait de cet iceberg. En fait, du coup, c'est presque pas forcément lié à la sexualité, mais par rapport à ça, c'est lié vraiment à l'estime de soi. Parce que ce que je remarque, c'est que les femmes qui ont de l'estime d'elles-mêmes, qui ont confiance en elles, ces injonctions, pardon, elles arrivent à s'en défaire, tu vois, assez facilement. D'autant plus quand on est dans une relation où il y a de la communication, où le lien d'attachement est sécure. Là où c'est le plus dur, c'est quand j'ai une faible estime de moi, peu confiance en moi, et qu'en plus dans ma relation, il y a un attachement qui peut être anxieux, où j'ai peur de perdre l'autre constamment, et donc tout ce qui va venir de l'extérieur ou de l'autre va m'impacter puissance 10 000. Donc en fait, tu vois, même la base, tu vois, si on prend cet iceberg et la base de l'iceberg, Mm. et je l'ai déjà cité plusieurs fois, c'est l'estime de soi. Mm. Si j'ai une forte estime de moi, si dans ma relation, tu vois, je suis ancrée, j'ai un attachement sécure avec l'autre et on peut échanger ensemble, eh bien, c'est un peu comme si il y avait un gilet pare-balles. L'extérieur va m'amener ce genre de choses, mais je les entends pas, je les vois pas ou ça m'impacte peu. Et typiquement, pour travailler cette estime-là, c'est d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un, D'aller de chez les faire... psys. Ouais. Mm. D'aller chez les psys, et c'est vrai que ça peut demander.
ça peut demander du temps. C'est ce qu'on n'aime pas entendre, mais ça peut demander plusieurs mois, plusieurs années. D'autant plus si des fois il y a des traumas aussi associés à ça, des traumas qui soient des petits traumas entre guillemets ou des grands Hmm. traumas, ça va dépendre aussi de... Voilà, mais effectivement, de toute façon, je le recommande, travail psy, ça aide, et d'autant plus quand on devient parent, on peut avoir des angoisses qui émergent et il faut pouvoir les déposer, en discuter, être rassuré pour pouvoir avancer aussi sereinement, tu vois. Donc vraiment, ce travail psy, il est essentiel, je trouve en tout cas. Hmm. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu as constaté comme évolution, comme changement depuis que tu es devenue maman et aussi peut-être de différence entre tes deux grossesses? Ouais. Alors, je vais prendre déjà peut-être la différence entre les deux grossesses. Effectivement, on disait enfin même moi je le disais, chaque grossesse est différente et c'est vrai. Alors est-ce que c'est lié parce que l'âge avance ou c'est juste parce que c'est une deuxième grossesse? Mais je trouve qu'au niveau du corps, mon corps a un peu plus souffert lors de la deuxième grossesse, que ce soit en termes de bien dormir et donc d'avoir tout de suite un coussin d'allaitement pour bien se positionner, que ce soit en termes de douleur aussi. Je parlais de douleur en postpartum, j'en ai ressenti pour la première fois, donc pour le premier postpartum. Mais du coup, j'en ai ressenti aussi pendant cette deuxième grossesse, donc des douleurs à la pénétration, chose que je n'avais pas sentie lors de la première grossesse. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Là, si on parle d'intimité, hein, c'est ça? Oui, ou même ton rapport au corps. Le rapport au corps, plus de vergetures aussi lors de cette deuxième grossesse, mais bizarrement, un détachement. Tu vois, alors que ce que je dis, ah oui, ce ventre avec des vergetures, c'était mon pire cauchemar. Bon, bah voilà, il y a des vergetures, bon, bah, on ne peut pas faire marche arrière, hein. Bah, et finalement, d'être plutôt un côté de moi qui est plutôt, bah, de toute façon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc, il y a ça. Donc, je trouve qu'il y a aussi, en termes de différence, beaucoup plus d'apaisement pour la deuxième grossesse et le deuxième postpartum, parce qu'aussi, on sait où on va, hein. Même s'il y a plein d'inconnus, mais il y a des choses qui sont quand même assez similaires. De puissance aussi par rapport à l'accouchement. Tu sais de quoi De, tu es capable. ouais, de quoi on est capable, et peu importe finalement comment on accouche. D'avoir vécu un accouchement par voie haute et un accouchement par voie basse. Et puis, deux enfants qui peuvent être différents aussi. Non, ouais, il y a des différences. Ouais, d'être beaucoup plus détendu, apaisé, ça va être vraiment les termes qui me viennent en tête, quoi. Si tu avais la jeune Camille avant qu'elle devienne maman en face de toi, tu lui dirais quoi sur ces sujets-là? De faire exactement la même chose, parce qu'il y a plein d'apprentissages, il y a plein d'apprentissages en fait sur ce parcours-là aussi, et vraiment, je reviens mais sur l'estime de soi, en fait, d'avoir fait un travail. Je remercie en fait cette Camille de 25 ans d'avoir fait un travail profond sur elle-même, d'avoir changé sa manière de relationner aussi avec ses partenaires, d'être beaucoup plus sécure vis-à-vis de ça, mais sécure aussi vis-à-vis d'elle-même, parce que ça a été bénéfique pour bah, quand elle a eu ce rôle de devenir maman. Si j'avais pas fait ça, j'aurais dû le faire en me prenant tout ça en pleine phase dans la gueule et ça aurait été plus dramatique ou moins bien vécu. Donc Hmm, vraiment, le message aussi pour tout le monde, c'est de pouvoir faire ce travail aussi avant de devenir parent. Si possible, de le faire hmm, avant. hmm. Et si tu avais du coup un dernier conseil que tu voudrais ajouter, une dernière chose que tu voudrais dire aux auditeurs, mais surtout aux auditrices qui nous écoutent, parce que je sais il y a 90% de femmes qui écoutent ces podcasts. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé forcément de tips, astuces par rapport à la sexualité, l'intimité, mais en fait c'était bien plus profond. Encore une fois, c'est la base de l'iceberg. Un conseil à donner, c'est, en plus de ce qu'on a dit des rituels, mais je sais pas, le mot qui me vient, c'est de se lâcher la grappe un peu vis-à-vis de la sexualité, de se mettre encore moins de pression. Il ne devrait pas y avoir de pression, mais votre niveau de pression là par rapport à la sexualité, hop, baissez-le encore d'un cran et ayez une conversation aussi ensemble. Et si jamais il y a une pression qui vient bah, de votre partenaire, parce qu'on sait aussi que c'est une réalité, c'est important d'avoir ces conversations-là, de pouvoir aller en thérapie pour en échanger en tant que couple. Et si vraiment, 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 c'est quelqu'un qui met une pression, qui n'a pas du tout envie de se remettre en question, ni de faire de travail de thérapie, bah à vous aussi de vous dire non, quel genre de relation j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie pour moi aussi. Hein, parce que souvent on est Hmm. influencé par les autres, ce que les autres veulent, etc. Mais moi j'ai envie de quoi là? Si je devais m'écouter, ça ressemblerait à quoi si on parle d'intimité? Ça ressemblerait à quoi mon intimité?
Mmh. Et moi, pour l'instant, par exemple, mon intimité, c'est d'être le soir, toute seule dans mon lit, de lire un bon livre, de profiter de tout ça. Et le désir, il est pour l'instant beaucoup dans la tête, dans l'imaginaire et pas forcément dans le concret physique. Parce que la sexualité, c'est aussi ça. C'est pas tout ce que je fais ou ne fais pas. Ça peut être aussi simplement, entre guillemets, dans la tête, dans l'imaginaire. Ça, c'est Mmh. beaucoup aussi. À quoi ressemblerait mon intimité? Je pense que c'est une très bonne question pour conclure cet entretien, si les personnes qui nous écoutent ont voilà, des soucis, des tensions, des questions, des doutes autour de ces sujets-là, rien que de reposer les bases et se poser cette question à soi-même, je pense que c'est un très bon démarrage pour entamer un travail pour travailler ça. En Ouais. tout cas, on a eu plein de clés dans cet épisode avec toi, Camille, sur plein de sujets différents. J'espère que ça aidera les auditeurs qui nous écoutent. Ouais, et puis évidemment, il y a plein de choses à creuser encore. Donc voilà, là, c'était une porte de réflexion, ce qu'on fait beaucoup aussi en séance, dans les premières séances, de réflexion. Parce que justement, si on se pose cette question-là de qu'est-ce que moi j'ai envie, eh bien, on est sûr d'aller sur le bon chemin, c'est-à-dire on est aligné. Plutôt que blablabla, ce brouhaha, et en fait, on va dans toutes les directions, on fonce dans des murs parce que c'est pas ça dont vous avez envie. Donc on ralentit, on décortique et on reprend les bases. Et ça va Mm. aller. Une très belle façon de conclure cet épisode. Et je renverrai les auditeurs du podcast vers ton compte Instagram pour encore plus de conseils ou même s'ils souhaitent te contacter pour faire une séance avec toi. Super, bah, de toute façon, voilà, il y a le compte Instagram, il y a le podcast aussi qui donne beaucoup de contenu et de réflexion. Camille parle sexe, voilà, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ou sur la plateforme là sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast avec Estelle et moi. Merci Camille en tout cas pour ton temps et tous ces précieux conseils et plein de bonnes vibes pour ton Ouais, second postpartum et ce petit bébé, cette seconde merci. petite fille. On Ouais, l'embrasse fort. bah, merci beaucoup et merci pour l'écoute et les questions.